À Saint-Tropez, tous les chemins mènent aux gendarmes. La ville est en effet située au bout d'une presqu'île. Très peu de routes la desservent. Alors, quand les gendarmes organisent un contrôle, aucune voiture ne passe entre les mailles du filet. Donc là, il y a le collègue qui fait la vitesse là-bas avec l'appareil, puis il nous envoie les vitesses. Donc tout ce qui est au-dessus de 20 km/h, la limitation autorisée ici, c'est à 50, et ça commence. Combien? 81. Et à peine le radar mobile sorti, qu'il flash en rafale. Bonjour monsieur. Donc là, je vous arrête pour la vitesse, monsieur. C'est limité à 50 ici, vous êtes en agglomération. Vous avez été contrôlé à 81 km/h. D'accord? Vous me présentez votre permis de conduire, s'il vous plaît, la carte grise. La route est en pleine campagne et aujourd'hui ça circule bien. Alors la plupart des automobilistes se lâchent sur l'accélérateur. Après la fourgonnette blanche, 83 et dépassement sur la ligne continue. Cette route, les gendarmes ne l'ont pas choisie au hasard. Elle est très accidentogène. C'est un axe secondaire en fait, qui est énormément emprunté parce qu'il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de locaux aussi qui le prennent, cette petite route secondaire. Et le problème, c'est que la route est étroite et il y a un camping à 50 mètres plus haut. Et il y a énormément d'entrées, de sorties. Il y a des enfants, notamment des familles. Et là, ça fait 20 minutes qu'on est là et on a déjà fait 5 vitesses. C'est quoi le maximum que vous avez pu enregistrer ici? Alors, le maximum qu'on ait pu enregistrer ici, je peux t'en parler, c'est moi qui l'ai fait. C'était une Porsche. Le gars, il est passé à 145. Ah ouais. Et ouais. Donc, tu vois, dans la ligne, là, justement, devant le camping. Malgré la présence des hommes en uniforme, les voitures défilent à toute allure. 77. 83 et la ligne continue. 79 la ligne. 81. Donc, vous êtes contrôlé à 81, monsieur. Vous avez été contrôlé, monsieur, à la vitesse de 85. C'est limité à 50 ici. Vous êtes jeune permis, hein? 2 points. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 83 km/h. Ouais, je m'en doute. Il y a une ligne blanche. Vous doublez en plus. Ça va vous coûter cher, hein? Nicolas a sa petite explication sur le nombre si élevé d'excès de vitesse aujourd'hui. Saint-Tropez est tellement saturé de touristes l'été, avec en conséquence des embouteillages récurrents, que dès qu'une route est fluide, les automobilistes en profitent pour essayer de rattraper le temps perdu. C'est compliqué puisqu'effectivement d'un coup on se retrouve avec énormément de population. Les locaux sont agacés par les touristes, donc effectivement après ça énerve les gens, quoi. Ici, pendant la période estivale, du mois de juin jusqu'en septembre, on ne roule plus. Donc forcément, après, les gens s'agacent et des fois, ils font des infractions qu'ils ne feraient pas en temps normal. Les amendes tombent par dizaines. Mais pour le moment, tous les automobilistes repartent avec leur véhicule. Ils n'ont commis que des excès contraventionnels et perdu des points. Combien il est, Steph? Bonjour. C'était sans compter sur cet homme en scooter. 97 pour 50. Soit presque 2 fois la vitesse autorisée. La sanction est immédiate. Dépassement sur la ligne continue. D'accord. Donc là, 97 km/h. On va retenir 92. Monsieur, là, le permis, il est suspendu. D'accord, il y a une rétention immédiate. On est limité à 50 ici. Je suis à la bourre, je sais, je suis en tort, je dis. Pas la ramener. Bah, c'est déjà bien de le reconnaître. Ça ne changera rien quand même sur l'issue. Avec un excès de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, l'homme commet un délit. Il écope d'une amende de 90 € et surtout son permis est tout de suite suspendu. Vous étiez à la bourre? Oui. Vous deviez aller où? Au travail. Et surprise, il ne s'agit pas de n'importe quel travail. L'homme est pompier. Vous avez les papiers du scooter là? Non, même pas.
On est sur un axe roulant, on a le camping, on a déjà eu un mortel. Voilà, il le sait, hein, vous l'empruntez régulièrement cet axe. Voilà. Pendant 6 ans, je crois. Voilà. Pompier en plus, voilà. Donc, je veux dire, c'est pleinement justifié, voilà. C'est une des raisons pour lesquelles il sait très bien qu'il est en tort, voilà. Parce que 97, on est quand même à pratiquement une centaine de kilomètres heure. Hein. Sur un... On peut le filmer, il rigole, mais c'est ça, quoi. C'est vrai, non? C'est la vie. Même si sa profession l'a confronté plusieurs fois à des accidents graves, le pompier semble avoir oublié que lui aussi pourrait devenir une victime. Il frôle même la mauvaise foi. Ouais, ça m'est arrivé à moi aussi, hein. Je me suis déjà cassé les 2 jambes, bon, je connais. Pas sur la route, mais bon. Ah, ça va vite, après, quand on se lève le matin, on pense pas... On va travailler, basta. Ça m'est déjà arrivé même de voir des flics griller un feu rouge ou sans être en intervention, ça arrive à tout le monde, hein. Même à un des pompiers, même à... Je pense que ça leur est déjà arrivé même à eux de rouler plus vite que 130 km sur l'autoroute, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça. Ce qu'il va falloir faire là, c'est que vous appelez quelqu'un qui puisse venir vous chercher, parce que là vous ne pouvez pas repartir. Hein. Son permis va être suspendu pendant 2 mois. Il doit le remettre aux gendarmes. Mais il ne l'a pas sur lui. Si je ne l'ai pas, c'est un refus de restituer son permis de conduire, c'est un délit, monsieur. Et là, après, je viendrai vous chercher. Ça serait dommage quand même. Hein. Le motard repart avec une amie. Il n'a plus le droit de conduire son 2 roues. Il a quelques jours pour venir présenter son permis dans une gendarmerie. Ce matin, à la gendarmerie, 2 plaintes sont déjà en cours. La carte d'identité? Oui. Oui. Nous, Mary. De l'argent? Oui, de l'argent, il y a 110 €. Ce couple de touristes italiens n'est pas un cas isolé. Permis de conduire aussi? Et aussi le permis de conduire. Oui, chaque été, c'est la même chose. Donc, chaque été? Ouais. Chaque été, le marché, dès que c'est un peu bondé, quand les personnes sont occupées, qui ont leur sacoche derrière, monsieur avait sa sacoche fermée, et vous voyez, ça prend 2 secondes. Cette sacoche comme ça, une Elle sacoche était comme ça. fermée, et ça prend 2 secondes, on ne sent rien, et le portefeuille... On sent rien du tout? Non. Bah non, monsieur n'a rien senti. Rien. Rien. Voilà. Dans le bureau d'à côté, même son de cloche. Un couple de tropéziens qui n'a rien vu venir. J'avais mon portefeuille avec tous mes papiers dans ce sac. D'accord. Et au moment de payer mes fruits et légumes, j'avais plus de porte-monnaie. Il a été coupé ou ils ont mis là? Non, bah, peut-être que j'avais peut-être pas fermé, il était peut-être comme ça. Hein. Je ne peux pas certifier qu'il était fermé. D'accord. Il n'y a plus rien? La carte bleue. Plus de carte bleue, plus de carte vitale, plus de pièces d'identité, plus de permis. Ça s'est passé ce midi du coup? Oui, vers 11h. Midi. Midi. Vous n'avez rien senti? Pas senti une main qui se glissait dans votre sac? Ou quelqu'un qui vous a bousculé? Bah, disons que quand on fait la queue, on est l'un derrière l'autre. Hein. Non, mais il n'y a rien qui vous a plus... Non, il n'y a rien qui m'a intrigué. Pour les gendarmes, ce type de plainte est malheureusement courant. Est-ce qu'il vous reste une pièce d'identité? Les voleurs agissent par salve. Ils profitent d'être sur leur lancée pour faire une grosse lignée de victimes, quoi. Ils font le tour de quelques sacs à main. Généralement, ils font un sac à main, hop, ils se débarrassent de ceux avec quoi on peut les attraper. Il y en a un autre qui travaille, et ainsi de suite. Puis comme ça, c'est pas toujours la même tête qu'on voit. Et puis comme, voilà, ça bouge. Ça donne un semblant de naturel, quoi. Et leur profil est parfois surprenant. Ah ouais, ils sont très forts. Le plus dur, c'est de cerner les voleuses, parce que souvent, c'est des voleuses. Mais elles sont habillées en mode, pareil, en mode touriste en vacances, le chapeau, les lunettes, la grande robe, comme ça on voit rien, puis la grande robe c'est pratique, on peut glisser en dessous. On peut avoir des doutes, mais jamais de certitude, quoi. Faut vraiment les prendre sur le fait. Après, prendre sur le fait, c'est pas évident. C'est aussi à nous d'être efficaces dans l'exercice, quoi. Mais, Hors de question de laisser le champ libre à ces malfaiteurs.
Ce matin, à Saint-Tropez, c'est réunion de crise, dirigée par le commandant de la brigade. Donc situation comme d'habitude, on a eu des vols sur les marchés les mardis et samedis matin. Donc on a eu des vols à la tire. Donc on a certainement des équipes constituées qui commettent leur méfait entre 10h et 13h. Donc comme la semaine dernière, un groupe en civil et un groupe en tenue. La tactique des gendarmes, quadriller tout le marché le plus discrètement possible. Donc le marché, on a l'artère principale qui s'appelle Mike. Ensuite, on a 4 artères sur le côté gauche qu'on va appeler Golf. Et on a l'artère côté droit qu'on va appeler Delta. Et dès qu'on a un signalement, on diffuse via le groupe de communication, alerte marché, vous les suivez et on attend de faire le flagrant délit. Kevin fait partie des gendarmes infiltrés en civil. Dans cette tenue, il ressemble à n'importe quel touriste. Pour qu'il ne soit pas repéré, il est filmé en caméra discrète. On se met en civil pour se fondre dans la masse. Ça nous permet en fait de ne pas être repéré rapidement par les présumés voleurs à la tire. Ce qu'on appelle vol à la tire, c'est les personnes profitent de l'inattention des touristes ou des locaux pour dérober un portefeuille ou un objet à l'intérieur de leur sac. Le dispositif imaginé par les gendarmes se met en place. Kevin va déambuler dans les allées et guider ses collègues par téléphone au moindre soupçon de flagrant délit. Des gendarmes en uniforme auront eux pour mission d'interpeller les éventuels voleurs. Cindy et sa collègue Moana restent elles aussi à l'affût. Il y en a plein, elles ont les sacs en bandoulière, on y glisse la main facilement dedans, sans s'en rendre compte. Là, les gros sacs ouverts, ils font pas forcément attention. Soit ils prennent directement dans le sac, soit même ils viennent l'ouvrir le sac. C'est le phénomène qu'on avait la semaine dernière. C'est les sacs qui avaient été ouverts avec souvent des couteaux. On sent rien ? Non. Dans l'insouciance de l'été, les touristes en oublient les simples mesures de précaution. Je pense que les personnes, elles viennent à Saint-Tropez, elles se disent pas on va trouver les petits voleurs, quoi. Mais si, justement, ça attire beaucoup les petits voleurs. Parce qu'ils savent que s'ils en chopent un de portefeuille, en général, ils sont bien servis dedans. La mission du jour s'avère difficile. Car les voleurs peuvent se cacher derrière n'importe quel vacancier. Ça, elle, c'était celle qui était enceinte. Ouais. Même les plus improbables. Il y a de tout. Là, c'est une femme normale. Elle est enceinte, elle est habillée correctement, elle est propre sur elle. Après, il y en avait une seconde. Celle-là, pareil, c'est un autre type. On l'a surveillée. C'est surtout le comportement suspect, en fait. C'est le fait de se coller aux personnes qui sont sur les stands, de regarder, de tourner. On voit que ce ne sont pas des personnes qui font leur marché. C'est des pros ? Oui. Oui. De son côté, le faux vacancier est toujours en planque. Oui. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur les stands en fait, où il y a beaucoup de monde. C'est là que ce sera un peu plus facile en fait, à commettre le vol. Je regarde aussi les personnes qui justement profitent un peu de ces stands avec forte affluence et qui restent légèrement en retrait sans trop s'intéresser en fait au stand, mais plutôt à s'intéresser au sac. Cindy vient de recevoir une alerte. Voilà, étalage femme blonde. On a reçu un message comme quoi il y a eu un vol à l'étalage dans une des allées là. Elle a volé une veste kaki style militaire. Donc si elle l'a pris déjà, je pense qu'elle a un sac. Le problème c'est qu'il y en a tellement des femmes blondes. Tout à coup, toutes les femmes aux cheveux clairs deviennent des suspectes aux yeux de Cindy. Mais sans plus d'indices, l'enquête est impossible. Les gendarmes n'arriveront pas aujourd'hui à mettre la main sur un voleur. Ok, là je suis à Ramatuelle, je me dirige vers la brigade. Ils sont attendus de toute urgence à la gendarmerie. L'affaire est grave.
Il s'agit d'une alerte enlèvement. Des enfants seraient retenus par leurs parents depuis une semaine, alors que ces derniers n'ont plus leur garde. C'est des gamins mineurs de 13 et 15 ans qui sont dont la garde appartient à leur sœur. Mais leur sœur les a confiés à ses parents. Et donc depuis dimanche. Mais maintenant elle s'est ravisée. La mère a juste un droit de visite, mais pas le père. Et selon leur sœur, il pourrait être très violent et dangereux. Il possède un casier judiciaire bien rempli. Tu peux me rappeler le véhicule? C'est un Dacia Break gris. Dedans, il y a le père, qui est un petit gars trapu, chauve, qui lui a des antécédents judiciaires assez lourds. Il y a la mère et il y a les 2 enfants mineurs. Même si les enfants sont avec leurs parents, il s'agit tout de même d'un kidnapping. Les affaires de famille, c'est toujours compliqué parce que il y a la volonté des familles et il y a le jugement. Les forces de l'ordre, la justice essaient de jongler un peu avec tout ça, donc c'est toujours un peu sensible. La famille serait toujours à Saint-Tropez. Alors les gendarmes décident de patrouiller dans le centre-ville, à la recherche d'une voiture grise. On n'a pas d'immatriculation de rien, il va falloir juste être vigilant sur les descriptifs des personnes à bord, et un monsieur et une dame, et normalement les 2 gamins qui se trouvent à l'arrière. Mais à peine quelques minutes après leur départ, les mobiles sont tout de suite rappelés. Avec le Paris Saint-Tropez, on va se rendre au camping parce que la position n'a pas bougé. La famille aurait été aperçue au camping où elle logerait. Il faut tenter de les intercepter sur place. Du coup, là, on n'a pas pu déceler le véhicule dans le centre de Saint-Tropez, donc on suit en fait la brigade territoriale direction le camping, là où ils sont logés actuellement. Donc voir si éventuellement ils se retrouvent là-bas. Oui. Des équipes de gendarmes sont déjà devant le mobil-home. Ce sont eux qui vont intervenir en premier, car ils connaissent la famille. Les gendarmes mobiles vont eux sécuriser le périmètre si le père devenait violent. Parce que pour essayer d'apaiser un peu les tensions, on ne va pas tous débarquer en même temps. Ça risque de créer un petit peu... ça va énerver. Mais problème sur place, personne dans le logement. Ils sont pas revenus, bon bah ils sont pas là. En général, ils reviennent un petit peu au 19h après. Jean-Yves appelle la mère de famille. Moi je vous dis que le parquet m'a dit de le récupérer. Donc, ouais peut-être, sauf que moi j'obéis au parquet. Et si le parquet me demande de le faire, je le ferai. Voilà. C'est bien pour ça que pour que ce soit pas traumatisant, ils repartent avec leur sœur et puis c'est fini, on n'en parle plus. Enfin voilà, ils repartent. Pour que ce soit le moins traumatisant possible, ils repartent avec leur sœur et on n'en parle plus. La sœur attend, elle, angoissée dans le véhicule de gendarmerie. Elle craint pour la vie de ses petits frères. On est en procédure judiciaire contre notre père. Il a une interdiction de s'approcher de nous, de rentrer en contact avec nous. Ma maman était censée les prendre pour profiter 2 jours de ses enfants. Et au final, elle est avec son mari alors qu'elle sait qu'il n'a pas le droit de s'approcher des enfants. Je m'en fous de vous avoir pris en garde à vue, c'est pas la question. Donc là, c'est... Oui, mais je vais même pas vous prendre en garde à vue. Je sais plus quoi faire, c'est mes petits frères. Ça fait depuis le mois de novembre, ils vivent avec moi. Je veux juste récupérer mes petits frères et rentrer à la maison. Vous avez fait contact avec votre papa? Non, je l'ai eu au téléphone hier. Il a commencé à m'insulter, à me menacer. Mais comme j'ai dit, je m'en fous. Il a envie de venir me frapper, il me frappe. Je veux juste récupérer mes frères. Le père semble avoir une emprise sur ses enfants et surtout sur sa femme. Elle s'est pris des coups toute sa vie, toute ses vies. Ça a été une femme battue, il a failli lui enlever la vie plus d'une fois. Et elle a tellement peur de lui qu'elle lui obéit au doigt et à l'œil. Par exemple, il va tuer quelqu'un devant elle, et elle dira non, c'est pas lui, on est arrivé, il était déjà mort. Vous expliquez à quel point elle est forte. Ce conflit familial est particulièrement inquiétant. Avec un père violent, les enfants pourraient être en danger. Alors les gendarmes ne comptent pas le laisser filer aussi facilement. Et bien là, on va rendre compte, informer le gardien du camping, de nous aviser s'ils sortent, s'ils partent, et on dépêchera un équipage, le cas échéant, pour les intercepter. Après avoir recherché la famille toute la nuit, les gendarmes ont finalement réussi à interpeller le père le lendemain, à l'aube. Les enfants ont retrouvé, sains et saufs,
leur sœur. Le père devrait être entendu par un juge aux affaires familiales. En cette fin d'après-midi, nous retrouvons le gendarme Kevin. Il vient d'être appelé pour intervenir sur un carambolage qui semble grave. Alors un accident entre un véhicule et un deux roues. L'accident a eu lieu sur une route très fréquentée à la sortie de Saint-Tropez. Une voiture et un scooter se sont percutés. Sur le deux roues, ils étaient deux. Le passager, c'est le jeune homme blond. C'est moi qui ai saigné partout, mais je ressens pas trop la douleur, ça va, j'ai pas été à la Kevin tente tout de suite de comprendre les causes de l'accident. Alors, du coup, vous êtes tombé tout seul, vous êtes tombé comment? En fait, non, c'était monsieur le conducteur et madame a pris la ligne droite. Là où il y a des morceaux de verre sur la route, on roulait à peu près à 30 km/h pour dépasser tranquillement. Et il y a une dame ici présente qui a fait demi-tour au milieu de la route en passant la ligne blanche. Le choc a été très violent, comme le prouve l'état de la voiture. Et là, ça a arrêté, elle a dit que c'était sa faute et qu'elle suivrait tout le processus. Bonjour messieurs. Le conducteur du scooter est lui au sol, encore sonné par le choc. Qu'est-ce qui conduisait entre vous deux? C'est monsieur qui conduisait? D'accord. Il s'agit d'un saisonnier qui rentrait de sa journée de travail. Son passager était un client qu'il dépannait en le ramenant chez lui. Restez assis tranquillement, vous avez mal à la tête, la principale c'est les soins, d'accord? Voilà. Heureusement, il peut compter sur le soutien de ses collègues de travail. Entre saisonniers, on a quand même l'habitude de pas mal s'entraider, quoi. Et là, quand on a vu ça, on s'est arrêté. C'est normal. C'est normal. Sa petite amie a même quitté son emploi en urgence. Elle est très angoissée. C'est votre... Mike. Après, rassurez-la, c'est pas, le sang, c'est pas lui. Ça fait mal au cœur, parce que bon, là encore, ça se finit bien, mais je veux dire, on voit sa copine, elle le voit comme ça, elle s'inquiète. Lui, on voit que c'est des jeunes, ils se sont un peu, ça a été un petit peu délicat, donc ça se finit bien, mais c'est toujours malheureux d'arriver sur un accident comme ça, quoi. C'est toujours malheureux, quoi. Le travail des gendarmes, c'est de déterminer qui est le responsable de l'accident. Est-ce que vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? Ouais. Beaucoup? Léger. Kevin vérifie l'alcoolémie du jeune motard. Hop, vas-y, soufflez. Encore. Ok, super. Donc là, vous êtes positif. Okay. D'accord? Mauvaise nouvelle pour le conducteur du scooter. Même s'il a été blessé dans l'accident, il est alcoolisé. Et cela ne plaide pas en sa faveur. Il y aura une procédure ouverte pour alcoolémie suite à un accident matériel. Donc ouais, on peut dire que c'est une double peine, mais bon, après, on n'a pas à conduire alcoolisé. Parce que peut-être c'est ça aussi qui a fait que derrière, il avait moins de réflexes, et ce qui fait que derrière, il y a eu cet accident. La conductrice de la voiture qui semble avoir percuté le scooter a elle aussi soufflé dans l'éthylotest. Vous étiez dans le véhicule, monsieur, vous aussi? Oui, okay. C'était le passager. D'accord, ok. Elle est positive, madame, ou... Alcool? Ouais. Non, d'accord. Même si elle n'a pas bu, elle a fait une manœuvre qui aurait pu être fatale. Conductrice, les dépistages étaient négatifs, donc elle, c'est le coup classique où je suis dans les embouteillages, j'en ai marre d'attendre. Et je me permets de tourner, de couper la route à tout le monde pour repartir de l'autre côté. Sauf qu'il faut s'imaginer qu'ici, beaucoup de gens circulent en deux roues. Beaucoup remontent les fils, pas toujours prudemment. Et ça nous fait ce genre d'accident, quoi. C'est très régulier, malheureusement, quoi. Les deux jeunes hommes sur le scooter sont les plus à plaindre. Ils ont été blessés, même si le passager ne semble pas très inquiet de son sort. Moi ça va, j'ai pas de perte d'équilibre, je ressens pas trop la douleur dans ma main. Je pense que ça mérite quelques points de suture d'après le médecin qui m'a aidé, qui était dans sa voiture sur la route. Mais pour l'instant ça va. Alors je suis toutes les instructions du pompier ici présent. Mais on est à Saint-Tropez à la cool, il y a un beau coucher de soleil, c'est très simple. Excusez-moi. Les deux victimes vont donc être conduites à l'hôpital. Alors qu'il y a encore quelques heures, le saisonnier et son client ne se connaissaient pas. Ils semblent devenus les meilleurs amis du monde. Juste, moi j'ai une question. Le jeune homme que je transportais, il est à côté, il est en pleine forme, sincèrement. C'est sa main, il y avait un trou dedans. Non, mais ça... Oh frérot. Ouais. Frérot, tu es la famille, frère. Et toi, tu es le sang. Allô, tu me dois 5 000 € encore, frérot. Ah, tu m'étonnes.
Mais tu veux que je te dise? Ça va bien se passer. Je sais, heureusement. Et toi, comment ça va? Franchement, ça va un peu choquer quand même. Ouais, c'était chaud. Mais ça va, ça va. Gros, toi, tu es indestructible, gros. Tu m'étonnes. Vous connaissiez avant ce soir? Pas du tout. On se connaissait pas, mais en fait, est-ce que si moi je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, ce serait pas des rencontres? Des gens qui vous tendent la main à un moment où peut-être vous ne pouvez pas. La vie, c'est ça, c'est des rencontres. Des liens d'amitié qui se créent. Ouais, c'est une belle amitié virile, là, a priori. Ah ouais. Bon alors, entre nous, ça ira pas plus loin que l'amitié, je veux dire... Mais même si une belle histoire semble en train d'éclore, le saisonnier est en mauvaise posture. Il conduisait alcoolisé. Kevin va vérifier son taux. Encore. Super, merci. S'il dépasse les 0,40 mg par litre d'air expiré, il aura commis un délit. Et sa peine risque d'être importante. Mais pour la deuxième fois de la journée, il semble avoir une bonne étoile. 0,37. Ouais, vous êtes contraventionnel déjà. Eh ouais, je sais, putain. Donc, qu'est-ce que je risque? Là, vous risquez 90 €, 6 points en moins. Parce que là, ça se finit bien, mais demain, je prends l'exemple, il vient à décéder. Avec le taux que vous aviez, c'est un homicide involontaire aggravé. Donc ça finit en fait en prison pour un truc... Ah ouais, non, mais c'est déjà arrivé. Hein. Que ça vous serve de leçon, j'ai envie de dire. Voilà. Merci beaucoup. On fait comme ça? Au revoir. Merci. Bon courage pour la saison. Au revoir. Pendant ce temps-là, une autre équipe de gendarmerie a elle aussi affaire à des saisonniers. Dans cette nouvelle intervention, ils ont été victimes du fléau de l'été. Nous partons sur un cambriolage. En fait, c'est une personne qui est rentrée chez elle après son travail et qui s'est rendu compte qu'il y avait eu une effraction et un vol à son domicile. Le cambriolage a eu lieu dans une maison partagée par un groupe de saisonniers. Ils viennent de finir leur service dans un restaurant et n'ont pu que constater que leur habitation avait été visitée. Bonsoir monsieur. Et vous avez constaté une échelle? Ouais, qui est juste là. On n'y a pas touché. D'accord, très bien. La fenêtre était ouverte, mais le volet était fermé. Bon, là, le loquet du volet est cassé. Ils l'ont tiré, ça a arraché. Du coup, moi j'ai des collègues qui sont rentrés juste avant moi et je pense que c'est ça qui les a déclenchés. Parce que j'ai constaté qu'ils avaient jeté des trucs sur le lit, genre ça se voit qu'ils sont partis. Donc vos amis seraient rentrés là par... et les auteurs seraient partis par l'échelle? Je pense, ouais. D'accord. Il faut maintenant aller vérifier tout ce qui a été dérobé. Donc là, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'effraction, c'était fermé à clé. Même si le cambriolage n'a pas eu lieu dans une luxueuse villa de milliardaires, le préjudice pour les saisonniers est tout de même important. Voilà, ils ont pris les vêtements de marque, tout ce qui est caleçon, parfum de 250 balles, une enceinte. Il y avait une cartouche de cigarettes pleine, enfin il manquait un paquet quoi. Il manque une montre aussi. Ils ont pris de la sape. C'est du jogging Nike, des caleçons de marque, ils ont pris toute la pile de t-shirts. Une accumulation d'objets du quotidien. À mon avis, ils sont rentrés dans le salon. Ouais. Et là, ils ont pris la chicha. Ils ont commencé à prendre les trucs et à les stocker chez vous, ouais. Et ils n'ont pas eu le temps de prendre les ordinateurs. Parce qu'à mon avis, les collègues sont arrivés à ce moment-là et du coup, les mecs, ils ont foutu le camp et ils ont jeté la chicha. Ils ont pris ce qu'ils avaient pris, quoi. Alors que la saison bat son plein, pour ces jeunes travailleurs, c'est un coup dur. Et il n'y a personne dans l'appartement depuis quelle heure? On était tous au travail ce soir, on travaille dans le même restaurant. D'accord, vous avez quitté à quelle heure ici? On vient de taper une journée de 16h, on a commencé à 9h, on a fini à 1h30, quoi. 16 heures de boulot et voilà. D'accord. Et demain on reprend à 9h. Le travail des gendarmes, c'est de tenter de retrouver les malfrats. On voit les pieds, la marque de la chaussure qui a glissé contre le crépier. Ah ouais? Ouais, qu'ils ont enjambé. Le plus simple serait de faire des relevés d'ADN. Mais problème, certaines surfaces, comme le bois, ne retiennent pas vraiment les empreintes. Niveau prélèvement, même sur l'échelle,
Les gendarmes ont peut-être une autre carte à jouer. Je sais que là, il y a un truc de sport, mais les caméras, il n'y en a pas. Vérifier si les voleurs ont été filmés. On regarde si il n'y aurait pas les commerces de la zone qui auraient des caméras qui filmeraient la voie publique pour pouvoir nous permettre de faire un rapprochement et définir les auteurs qui sont rentrés dans l'habitation de la victime. Parce que là, typiquement, niveau prélèvement, empreinte, c'est compliqué quand les gens... Eh ben, c'est la texture du support. Le volet, il est en bois, donc on peut tenter de faire un écouvillon ADN. Les saisonniers iront déposer plainte le lendemain. Même si pour le moment, ils n'ont aucun indice, les gendarmes vont tout de même continuer à enquêter. Bonne soirée. Ils arrivent chaque année à résoudre 20% des cambriolages. Le lendemain, Laetitia doit gérer une grave urgence. Elle est en communication avec la brigade de Saint-Tropez. Et ça donne quoi? Les gamins, ils sont toujours sur place ou pas là? Ils viennent de recevoir un coup de fil très inquiétant, mais aussi très confus. Des enfants affirment avoir vu un copain se noyer. Et quel âge à peu près? 12 ans. Et il n'y a pas de parents. Bon, on arrive. Ouais. La noyade aurait eu lieu sur la plage de Cogolin, celle sur laquelle les gendarmes jouaient hier au volley-ball, dans un plan d'eau marécageux. Sur place, Jérémy et ses collègues du PSIG ratissent déjà la zone. Donc j'ai piqué un paddle à un passant qui a bien voulu nous le prêter. Je l'ai donné aux pompiers et elle essaye de voir. Et en fait, elle a mis la pagaie, il y a une hauteur de pagaie. Donc un gamin de 12 ans, s'il est sous l'eau... pour l'instant, les pompiers font les recherches en paddle, donc ils sont en train de sonder avec les palmes, enfin avec les pagaies, le sol. Mais c'est un peu compliqué vu qu'à 30 cm, on voit plus rien, quoi. Donc s'il est dans la vase, ça va être très compliqué. Sur les visages, l'inquiétude se lit. Les premiers sauveteurs qui ont sondé l'eau y ont découvert de véritables sables mouvants. De toute façon, le courant, normalement, il vient dans ce sens-là. Donc, ouais, mais en fait, c'est de la vase, c'est ce qu'ils expliquaient. Elle, tout à l'heure, elle est tombée dedans, et en fait, elle m'a dit, je me suis enfoncé direct. Sur la plage, tous se sentent concernés par cette affaire de noyade. Des particuliers sont venus prêter main forte aux professionnels. Là, on va essayer de faire engager le plus vite possible donc, tous les secours. Là, on a déjà les sauveteurs en mer. Donc, pompiers, nous, la brigade nautique va pas tarder à arriver également. Donc, ils ont des moyens. Il y a des plongeurs. Donc, s'il faut remonter toute la rivière par les plongeurs, ils le feront pour essayer de retrouver le petit. Et les témoins? Le témoin, c'est le garçon qui est là, donc il est malentendant, c'est sa mère qui fait la traductrice. Et lui, en fait, il a essayé d'y aller chercher avec un bâton. Et il disait que lui, il avait de l'eau jusqu'au téton et que le gamin, lui, il avait de l'eau jusque-là. Il a essayé de le sortir, c'était trop compliqué. Il allait chercher les pompiers. Il est revenu, plus personne. Les gendarmes veulent entendre le jeune garçon qui a le premier signalé la disparition. C'est un malentendant. Sa maman l'accompagne. Là. C'est de la vase profonde à ce niveau-là. J'avais de l'eau jusque-là. Quand j'ai mis mon poids, je me suis enfoncé jusqu'en haut. Le témoignage n'est pas très clair. Les gendarmes se demandent si le garçon dit toute la vérité. Vous êtes la mamie? Voilà. Mais vous n'étiez pas avec lui au début? On te cherche partout. Et puis après, il est allé dans la mare, là, il s'est baigné juste là. D'accord. Et après, il a commencé. Laetitia tente d'en savoir plus auprès de la grand-mère. 2 minutes, là-bas. Juste pour savoir, parce qu'on ne déclenche pas la guerre pour rien, est-ce que c'est pas un mensonge? Est-ce qu'il est sûr de lui? Je pense parce que, comme il le dit, il nous explique vraiment le petit garçon, il sonnait à la branche, il criait, il supposait qu'il criait parce qu'il n'avait pas ses appareils. D'accord. Ouais. Et qu'il a voulu lui aider avec le bâton à sortir, mais qu'il n'était pas arrivé. D'accord. Et il nous dit qu'il a eu peur. Il a eu peur. Tous semblent confirmer les déclarations du jeune témoin. L'angoisse monte, car toujours pas de traces du petit disparu. Ça commence à devenir inquiétant parce qu'à la base, on avait donc juste un jeune témoin
Mais apparemment, il y a un autre enfant qui est venu chercher le sauveteur en lui disant qu'il avait entendu un enfant crier dans la même direction. Donc là, ça devient quand même assez inquiétant, surtout que c'est une espèce de marécage, c'est un sol où il y a de la vase. Donc si vraiment il a pied dedans, il a pu rester. Ce qui chiffonne les gendarmes depuis le début de cette affaire, c'est l'absence de témoignages de parents. Si un couple avait perdu son enfant, il aurait dû se manifester depuis longtemps. Il y en a qui peuvent refaire toute la plage, demander des témoignages, tout ça. S'ils ont entendu des enfants crier, des parents sans enfants, tout ça. Malgré le peu de preuves, hors de question de baisser les bras. Ah bah non, il n'y a pas d'hésitation, on fera quand même les recherches. Même s'il y a un léger doute, on ne sait jamais quoi. Si vraiment il dit la vérité, il y a peut-être encore un enfant sous l'eau, donc on va faire les recherches. Toute la hiérarchie de la gendarmerie vient d'arriver sur place. Vous avez fait la plage là, voir c'est pas des parents. Oui. Le cas est grave. L'enquête risque de mobiliser bon nombre d'effectifs. La brigade nautique vient d'ailleurs d'arriver. Je vous montre où le gamin il nous parle. Vous voyez le point bleu là-bas? Ouais. Plus loin. Un peu plus loin? 15-20 mètres, une grosse dizaine de mètres, alors à peu près plus loin. Ok, pas d'accès par la berge? Non, pas d'accès par la berge. Ben on va y aller à la nage alors dans ce cas-là. On va faire tout ce qui est possible aujourd'hui, le maximum de ce qu'on peut faire. On a du renfort d'antique qui doit arriver là dans la demi-heure qui arrive. Et puis si c'est pas trouvé aujourd'hui et qu'on a toujours la certitude que l'enfant est bien disparu, eh bien on reviendra demain. Et puis s'il faut, on reviendra le jour d'après. Voilà, on laissera pas la zone non ratissée. Toujours délicat, en plus c'est un enfant. Là, notre souci à nous, pour l'instant, c'est la nuit. Il va tomber très très vite maintenant. Les plongeurs de la brigade nautique vont inspecter pendant plus d'1 heure le plan d'eau, sans résultat. Alors que le soleil se couche, aucune trace de cet enfant disparu. Les recherches sont abandonnées. Pour les gendarmes, plus de place au doute. Le témoignage était erroné, aucun enfant ne s'est noyé. Les plongeurs ont fait la vérification, pour eux il n'y a rien. Chaque alerte, on la prend au sérieux, on ne sait jamais s'il y a vraiment quelqu'un qui s'était noyé, au moins on a fait toutes les vérifs possibles. Là on a mis tous les moyens possibles, on n'a rien trouvé, donc tant mieux, c'est que finalement c'était une fausse alerte. Laetitia, Jérémy et leurs 143 collègues peuvent être fiers du travail accompli. Dans cette affaire, mais aussi dans les 1500 interventions effectuées par la Compagnie du Golfe de Saint-Tropez cet été. Nous sommes maintenant fin août et les touristes commencent à quitter la petite presqu'île. Pascal assure parmi les dernières missions de l'été. Ah, ça sent la fin de saison, on va faire une petite patrouille de nuit pour voir comment ça se passe. On est quand même fatigué, la saison est usante. Et on va pouvoir traiter toutes ces procédures prises au cours de l'été parce qu'on forcément on ne peut pas faire de l'enquête judiciaire au cours de l'été. Hein. On fait beaucoup d'interventions, beaucoup de plaintes et on travaille après le reste du temps. On a le petit côté de « ah ils partent, voilà, on va pouvoir reprendre notre rythme ». Et puis en même temps, voilà, c'est une page qui se tourne et puis on attend l'année prochaine nouveau. Clap de fin d'été pour les mythiques gendarmes de Saint-Tropez.